Père Noël. Oh, pardon. Je crois que je l'ai réveillé. Bonjour Père Noël, vous avez l'air rincé. Ben oui, il faut dire, hein, au bout d'un mois, je crois que tourner, voir tous les enfants et tout ça, c'est merveilleux, quoi, je veux dire. Et puis bon, ils attendent tous le... Eh bien évidemment. Alors comment repas. ça s'est passé, la tournée, la distribution de cadeaux? La distribution, elle s'est bien faite, hein, et tout ça. Et puis je vois les enfants qui sont vraiment heureux, parce que c'est quelque chose de merveilleux, au bout de 14 ans que je fais ça. Ah bah oui. Donc tout le monde, aussi bien les mamans que les enfants, que je remercie, que chaque année ils veulent me voir. Donc voilà quoi. Bon Père Noël, du coup là vous repartez, c'est quoi votre programme? Vous là, prenez votre créneau, vos rennes, vous repartez repartez là? là? Créneau, mes rennes, et puis je vais me reposer un petit peu. Bon, c'est bien mérité, prenez bien soin de vous Père Merci Noël. beaucoup. Merci. Surtout, Merci. voilà, vous voyez le Père Noël, il est en mode cool. À bientôt Merci. Père Noël, Au revoir, à l'année prochaine. Merci. Bon bah joyeux Noël, hein, vous l'avez compris, depuis le centre commercial de Martigues. Nous, on va partir pour la distribution des reportages qui ont marqué le mois de mars 2024. On va revenir sur une mini tornade qui avait sévi à Saucé-les-Pins. C'était le mois du tri sur le marché de Martigues, sans compter la journée internationale du droit des femmes. Et puis un mur anti-bruit à Fontsarrade pour le plus grand plaisir des riverains, la rénovation du quartier des Comptes à Port-de-Bouc, sans oublier la première manif contre la fermeture de la Poste à Ferrières. Mais tout de suite, on part à Marseille. On va parler lutte contre le narcotrafic avec le bilan de cette première opération Place Nette XXL à la Castellane. Joyeux Noël à tous. La vaste opération policière de la cité de la Castellane a déjà abouti à plusieurs arrestations et une soixantaine de gardes à vue depuis lundi seulement. S'exprimant devant la presse après plus de 2 heures de déambulation dans le quartier de la Castellane, le chef de l'État a annoncé qu'il s'agissait de la première d'une série d'une dizaine d'opérations Place Nette, dites XXL, qui doivent s'étendre sur plusieurs semaines. Le bilan de l'opération Place Nette est pour le moment de 82 interpellations, 63 gardes à vue et la saisie de 2 armes, 8,2 kg de cannabis, 339 grammes de cocaïne, plus de 350 000 € et 12 véhicules. Et il y a aussi eu 157 verbalisations. Elle et ils étaient là pour une conviction, la liberté des femmes. Myriam ne se voyait pas rater cet événement, plus qu'essentiel pour elle. Beaucoup de femmes qui ne disent rien, qui ont peur. Et je pense, en étant là, je parle un peu pour elles. Elles sont jamais contentes. Tu leur donnais ça, elles veulent ça. Oh, ça va, on peut plus rien dire. Le sujet est sensible, mais l'ambiance reste festive. Présent, le groupe de jazz à Cool Sax ou la troupe de comédiennes amateurs entraînée par Marizoa. Pour l'autrice, comédienne et intervenante à Port-de-Bouc, il est essentiel de faire passer les revendications avec habileté et légèreté. C'est aussi une sorte de revenge, mais en même temps une vengeance très gentille, puisque c'est, ou en tout cas intelligente, par le verbe. C'est une vengeance par le verbe. Ces événements dureront 1 mois entre Martigues et Port-de-Bouc, même si pour le maire Martégal, ce n'est pas assez. Demain, il faut transformer ça d'1 mois passer à 12, tout simplement. Et là, ça sera gagné. Bon, voilà, il y a encore un peu de temps, mais on a la volonté de s'y mettre et d'avancer ensemble dans cette perspective. Cette semaine, les festivités continueront. Au programme des concerts et projections cinématographiques avec le même but, lutter pour la liberté, l'égalité et la prospérité de toutes les femmes du monde. Avec des zones logistiques aussi importantes que la plateforme Clé Sud à Miramas ou encore le distriport de Fosse Port-Saint-Louis, c'est un énorme trafic de poids lourds qui pèse sur cette partie de territoire. C'est donc forcément un espace attractif pour les méga camions. Pour Patrice Clos, responsable du syndicat Force Ouvrière Transport, l'intérêt le plus évident, c'est que ces super transporteurs capables d'acheminer des cargaisons beaucoup plus lourdes permettraient de pallier le déficit de routiers. Un métier qui a perdu toute attractivité
activité. Il manque en effet chaque année en France 60 à 80 000 conducteurs de poids lourds. Des méga camions, ça signifie moins d'engins sur les routes et donc un besoin moindre de chauffeurs. En revanche, se pose la question de la circulation de ces camions hors normes, notamment sur nos routes constellées de ronds-points. Bonjour les manœuvres déjà délicates avec un simple 18 mètres. Également la question du poids de ces engins sur les ponts et autres ouvrages d'art, ainsi que la détérioration de routes déjà en mauvais état. Enfin, il va falloir maîtriser leur conduite avec 60 tonnes. Attention, l'anticipation nécessaire pour freiner ou accélérer en cas de nécessité. Et côté automobiliste, il suffit d'imaginer le dépassement d'un engin de 25 mètres. Cet investissement de près de 28 millions, il est porté à 80% par Logirem. Donc une grosse partie de fonds propres, donc c'est dire l'investissement qu'on a mis pour transformer ce quartier. Sous le soleil de mars, il régnait dans l'air du quartier des Comptes une atmosphère de nouveau départ. Les 506 logements flambant neufs pourraient bien changer la vie des résidents du quartier, comme le précise Fabienne Abbé-Cassis, directrice générale de Logirem. C'est la théorie de la vitre cassée, c'est indispensable de maintenir ses efforts sur un quartier pour que les gens aient envie d'y rester et surtout soient heureux, qu'on contribue à développer la vie associative, parce que la vie associative aussi, elle est indispensable pour le bien vivre dans les quartiers. Et puis surtout, c'est, voyez, de vous-même, qu'on soit fier quand on rentre dans le quartier. Et là, je pense qu'avec le travail qu'ont fait les architectes, on peut être vraiment fier de cette réalisation. Rendre fiers les résidents, c'était l'objectif. Mais alors, qu'en pensent les principaux concernés? Quelles problématiques restent encore à résoudre? Certains locataires se sont exprimés, comme Evelyne ou Marcel. Maintenant, c'est bien rénové, donc il faut qu'ils refassent les espaces verts, donc ça va attirer plus de gens, je pense, oui. Ça sera plus agréable à vivre. Ils ont fait du bon travail. La seule chose que je leur reproche, c'est qu'ils feraient mettre des places handicapées, il n'y en a pas assez. J'aimerais bien que ça amène une autre population, ça c'est sûr. Ça n'améliore pas la vie de quartier, ça a amélioré la beauté du quartier, mais la saleté, tout ça, les gens ils jettent toujours, il n'y a rien de chargé. Tant qu'ils mettront n'importe qui dans les logements, ça ne changera rien du tout. Ils ont fait des portes, il y a certaines déjà entrées, ça ne marche plus, c'est cassé, c'est désolant. En tout cas, une troisième tranche de travaux est bien prévue dans ce quartier, notamment sur les questions de voirie, mais aussi d'espace public. Le mur anti-bruit de Fontsarrade est enfin fini, mais il reste encore du pain sur la planche car les habitants du quartier sont mitigés quant aux résultats de la construction de ce mur. On a vu une légère atténuation des bruits. Sur les bruits de roulement, il n'a pas une différence très marquée à partir de notre étage. Là. Moi, je ne trouve pas qu'il y a du changement. On n'a pas assez d'isolation pour ce bruit. Depuis des années, moi j'habite là depuis l'âge de 3 ans. Et du coup, c'est vrai qu'on s'y habitue. Mais non, l'été, c'est infernal par rapport à ce bruit. On n'entend pas la télé, on peut moins bien dormir. Et c'est sûr que s'il ferait autre chose pour l'isolation, ça serait vraiment bien. C'est pour ça que la ville de Martigues prévoit des travaux sur 3 bâtiments pour mieux isoler les habitants du bruit de la A55, selon le premier adjoint au maire, Henri Cambé-Cédès. Les murs anti-bruit ou la résorption, parce que c'est de ça dont il est question, c'est la résorption des points noirs au bruit. Ils ne peuvent pas se faire forcément qu'avec des murs anti-bruit. Pour les bâtiments qui sont très élevés, il n'est pas possible de monter des murs de grande hauteur. Donc dans ce cas-là, les choix qui sont faits par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, c'est plutôt de faire des insonorisations de façade. En gros, c'est le changement des huisseries qui sont exposées à la nuisance. Mais les résidents devront encore patienter car ces travaux ne seront pas effectués avant la fin de 2024 d'après les responsables des opérations de la DREAL PACA. Je le dis simplement, nous sommes chez nous, c'est un service public, nous le défendrons toujours. Gaby Charroux, vous venez de l'entendre, ne cachez ni sa colère à l'égard de la direction départementale du groupe La Poste, ni sa détermination d'obtenir le maintien du bureau de Ferrières qui interviendrait 3 ans à peine après la fermeture de celui de l'Avera. Pour le maire de Martigues, il s'agit là de l'aboutissement d'une véritable politique de démantèlement. Le public, évidemment, vient moins ici parce que leurs courriers ou leurs colis sont acheminés par d'autres systèmes, d'autres procédures. Et ensuite, ce qui vient en conséquence, c'est l'explicitation que, comme il n'y a plus personne, alors on va fermer le bureau. Ceci est purement
juste scandaleux. Malheureusement, Martigues-Ferrières n'est pas le seul bureau concerné par une éventuelle fermeture. Ceux de la Porte d'Aix et de Saint-Ferréol à Marseille sont également menacés, alors que pour les syndicats, l'argument avancé de baisse de la fréquentation ne tient pas. Pascal Rosette, représentant départemental du personnel CGT. Effectivement, il y a bien une baisse, mais qui ne justifie en aucune manière les fermetures de bureaux. Nous avons quand même, si on prend l'exemple de Martigues-Ferrières, 170 usagers par jour qui rentrent dans les bureaux pour faire une opération postale. En termes de services publics, en termes d'opérations financières basiques, elles ne pourront être effectuées dans un rayon de 10-20 km. Ce n'est pas acceptable pour les Martégots. Après 2 courriers sans réponse adressés par le maire, un rendez-vous avec la direction départementale du groupe La Poste devrait se tenir cette semaine à Martigues. Tous les usagers sont appelés à se mobiliser pour obtenir le maintien du bureau. Emballage de chips, les tubes de dentifrice, pot de yaourt, même les barquettes, tout ça, maintenant vous pouvez les mettre. Aujourd'hui, tous les emballages se trient. C'est le message que s'emploie à faire passer Bernard Angosto, éco-ambassadeur de la métropole Aix-Marseille-Provence. Avant, le tri au niveau du plastique concernait surtout tout ce qui est flaconnage, tout ce qui est bouteille. Alors maintenant, on peut rajouter tout ce qui est film plastique, blister, les emballages métalliques. Les pots de yaourt aussi maintenant peuvent être rajoutés aux consignes de tri. Habitante de Martigues, Dalila a bien retenu les nouvelles consignes et elle est très motivée pour les appliquer. Maintenant, on peut mettre les pots de yaourt, les emballages, même s'ils sont un peu sales, et les plastiques souples. Voilà. Et ça change beaucoup pour vous ? Oui, c'est bien. Ça va réduire du coup ma poubelle de déchets. C'est important pour moi le tri. Mais attention de ne pas imbriquer vos déchets destinés au tri. Et c'est vrai que les gens, pour gagner de la place, ont tendance à emboîter les déchets. Par exemple, une boîte de céréales, ils vont pouvoir mettre plusieurs déchets à l'intérieur, emboîtés pour gagner de la place. Mais le souci, c'est que nous, sur les points d'apport volontaires, donc les endroits où ils peuvent déposer leur tri, on leur demande de le jeter en vrac. Le vrac, en fait, permet une facilité au niveau du centre de tri pour la lecture optique, pour que les machines puissent détecter les différents déchets, les différents matériaux, pour éviter justement de devoir passer juste une boîte en carton, alors qu'à l'intérieur, on peut trouver de la matière plastique ou autre. Et dans ce cas, ces déchets imbriqués pourraient se voir refusés et orientés vers un incinérateur. Excusez-moi de vous redemander votre âge. Ça, c'est important pour les gens. 67 ans. Bon. Vous n'allez pas aller du rouge dans le vert. Prise de tension, recueil d'informations personnalisées comme la consommation ou non de tabac, mais aussi électrocardiogramme. Le parcours de dépistage est bien rodé. Pour Françoise, 67 ans, le diagnostic vient de tomber. De l'hypertension artérielle, assez élevée. Ça fait une semaine que je suis assez anxieuse par rapport à ça. J'ai des antécédents d'AVC, familiaux d'AVC et voilà. L'hérédité, c'est l'un des premiers facteurs de risque à surveiller. Il y a aussi, par exemple, le diabète ou le cholestérol. Mais attention, le corps n'envoie pas toujours de signal d'alerte, d'où l'importance du dépistage. Jean-François Renucci est médecin vasculaire à la Timone. Si on parle des facteurs de risque, c'est très souvent asymptomatique, que ce soit l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol, le diabète. Pendant des années, on ne ressent rien. Les artères vont se boucher jour après jour et c'est le jour où on fait l'accident qu'il va se passer quelque chose. En plus, pour les femmes, ce qui est un peu traître, en matière d'infarctus, les symptômes sont très différents de ceux des hommes. Les hommes vont avoir la douleur au niveau de la poitrine qui va irradier dans le bras, dans la mâchoire. Ça, c'est la douleur typique. Les femmes, par exemple, vont avoir des nausées, des vomissements. Et les femmes sont bien plus touchées que les hommes. En France, l'association Agir pour le cœur des femmes alerte. Il s'agit de la première cause de mortalité, avec plus de 200 décès par jour. Pierre fait partie des 40 sinistrés de Saucé-les-Pins. Il assiste impuissant aux agents de la métropole qui essayent de déblayer les dégâts. Il est évident que quand j'ai été averti, j'étais encore dans un sommeil tranquille qui s'est ensuite transformé en gros problème pour moi, pour régler cette affaire. Lui, normalement, il est là. Quand il est main, il a été déplacé. Et là, Pour Gilles, chauffeur taxi depuis plus de 2 mois, les conséquences matérielles de ce vent violent sont dramatiques. Il avait mis plus de 10 000 € pour s'acheter son véhicule professionnel. Voilà, le toit il s'est arraché et il est tombé sur ma voiture, comme vous voyez là. Un peu dégoûté parce que c'est sûr, c'est mon véhicule de travail. Donc là, je pars dans des procédures où il va falloir voir un autre véhicule, faire réparer celui-là.
Pompiers, police municipale, élus et agents de la métropole ont travaillé depuis environ 5 heures du matin pour aider les sinistrés, sans compter sur la solidarité de toute la ville. Maxime Marchand, maire de la commune de 7000 habitants, nous fait part de son soulagement. Dieu merci, on n'a pas eu de soucis, on n'a pas eu de blessés graves, on n'a pas eu de morts et ça c'est vraiment le plus important. Nous avons nos services qui sont venus élaguer les arbres, dégager les routes. Les pompiers ont travaillé toute la matinée pour mettre en place des bâches pour que l'ensemble des maisons qui avaient été touchées retrouvent une isolation pour ce soir et ne soient pas envahies par l'eau ou le vent. Donc non, vraiment tout le monde a été à la hauteur. Je tiens une nouvelle fois à féliciter tout le monde pour ça. La mairie incite tous les Saucetois à leur faire un courrier afin que ce phénomène soit répertorié en catastrophe naturelle. Les résidents qui ont vu leur habitation frappée gravement ont pu être relogés. Le parc Saint-Exupéry est un charmant petit espace boisé situé juste derrière l'hôtel de ville. Beaucoup de vitrolés et leurs enfants se retrouvent sous les nombreux pins qui le parsèment, des pins qui abritent justement la chenille processionnaire, friande de ses aiguilles. Un voisinage qui inquiète toujours un peu les parents, à l'image de Salima. Oui, c'est gênant déjà pour les animaux domestiques, parce que des fois, ils sont attirés par ces bestioles-là, et après, ça peut leur faire des allergies. Et même nous, pour les enfants, quand on se promène, ils marchent dessus, puis des fois, les chaussures sont infectées de ces bestioles. Et pareil, ça peut porter des allergies, même au sol, rien que là, en arrivant sur mon chemin, j'en ai vu, vraiment des belles fils de chenilles. Et ouais, il faut les éviter. Pareil, moi, ça m'embête, je suis avec la poussette, par exemple, je roule dessus. Pour les habitants, il faut quand même prendre des mesures pour qu'on puisse quand même circuler et profiter des parcs de Vitrolles tranquillement et sereinement. Et justement, quasiment tous les pins du parc sont cerclés par des boîtiers éco-pièges qui ont fait leurs preuves. Par ailleurs, 128 pins ont été échenillés, on coupe la branche qui porte le nid et on brûle l'ensemble. Petite innovation, la commune a également installé des nichoirs à mésanges. Les mésanges, presque maintenant tout le monde le sait, viennent manger les chenilles. Donc on utilise ces nichoirs surtout aux abords, dans les parcs aussi pareil, et surtout aux abords des écoles. Et j'ai une bonne nouvelle, je vous l'annonce, c'est que tous les nids qu'on a posés, et on en a posé 60 dans les écoles et 80 dans les espaces publics, sont occupés. Donc elles sont venues. Il ne faut pas enlever toutes les chenilles parce que sinon les mésanges elles ne mangeront plus rien. Voilà. Mais on n'en est pas là, il y a un équilibre à avoir et cet équilibre, j'espère bien qu'on l'aura un jour. Enfin, dernier dispositif environnemental, en juin prochain, Vitrolles innovera avec des paintballs lanceurs de boules de phéromones qui vont venir perturber la reproduction des papillons et empêcher la naissance des chenilles. Dans le hangar de l'escadron de défense solaire, une centaine de jeunes parcouraient les stands aménagés à l'intérieur. L'objectif, mettre en lumière toutes les branches de métiers, parfois méconnues du grand public, et qui pourraient attirer différents profils de jeunes. C'est en tout cas ce qu'explique la colonelle Anne-Laure Michel lors de ce premier job dating. Pour faire voler un avion, il faut toute une armée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers, plus de 50 sur lesquels on recrute, pour des carrières qui sont très modulables, donc qui peuvent convenir à tout type de profil. Carrière courte, carrière plus longue, ascenseur social avec la possibilité de progresser. On peut commencer à n'importe quel niveau scolaire et on peut monter si on veut, en diplôme, en même temps qu'on sert son pays. Steward, chauffeur, agent de restauration ou encore pompier, les jeunes ont l'embarras du choix et certains ont pu découvrir ou alors mieux se renseigner sur le métier qu'ils souhaiteraient faire avant de s'engager. J'étais intéressée par travailler dans le renseignement, notamment en tant que linguiste, et je suis aussi intéressée dans les ressources humaines, travailler en tant que prof d'anglais, parce que je viens d'apprendre que c'était une possibilité, et les possibilités de carrière qu'il y a, les possibilités de formation qu'il y a, les possibilités de changer complètement de voie en plein milieu, c'est attractif. J'ai appris plein de choses concernant les métiers que je voulais faire. J'hésitais encore entre deux métiers, je suis toujours sur l'hésitation. Ça m'a permis de poser plusieurs questions auxquelles j'avais pas les réponses et ça m'a beaucoup aidé. On a vu beaucoup de trucs, on a appris beaucoup de choses. Et vu que moi je veux m'engager en tant que militaire dans l'armée de l'air, en tant que maître chien, donc c'est un avantage pour moi. Un bus avait d'ailleurs été mis en place par la région pour que les nouveaux adultes qui voudraient s'engager puissent directement commencer à remplir des formulaires d'inscription. Et devant, il y avait déjà la queue. Bon, c'est féminin. Chaque samedi à 15h30, Anastasia, étudiante à Aix-en-Provence, enseigne le français aux petits Ukrainiens. C'est vocabulaire
il y a tout le boisson, quoi manger et tout. Après, c'est grammaire, quelques verbes, aller, être, futur simple, voilà, quelque chose comme ça. Ça dépend du niveau des enfants. Une dizaine d'enfants, parfois accompagnés de leurs parents. En février 2022, ils ont fui un pays en guerre pour se réfugier à Marseille. Alors, apprendre une nouvelle langue est devenu vital. Natalia Dobrianska est la présidente de l'association Marseille-Odessa qui organise ces cours. Ça leur permet de communiquer avec les autres, les enfants dans l'école, dans la cour. Il y a certains qui font du sport. Il faut savoir français, évidemment. Ces sessions de français ont lieu chaque semaine dans les locaux de l'association rue d'Andoum dans le 7e arrondissement de Marseille. Le tarif est de 5 €. Les recettes sont reversées intégralement à l'association. Là, c'est une radio. Ça a été enregistré, pesé 0,32 kg et c'est rentré le 19. En général, quand on visite des coulisses, ce sont plutôt celles d'un musée, d'un théâtre ou d'un bâtiment officiel. Et dans le cadre d'une ressourcerie, on s'attend à trouver un vaste débarras avec des affaires en vrac. Et en fait, une fois dans l'arrière-salle et le sous-sol, on se retrouve avec une organisation quasi militaire. Chaque objet est répertorié informatiquement avec son origine, sa date d'arrivée, sa nature, son poids et parfois même sa couleur. Il est également testé et quand c'est possible, remis en état pour être réemployé. Ici, il reste de la place, mais pas pour l'à peu près, comme l'explique Mario Lombardi, encadrant, qui fait découvrir le site et son fonctionnement à la demi-douzaine de visiteurs passionnés. On a un logiciel qui s'appelle TF Shop qui nous permet d'enregistrer tout ce qui rentre et comme ça on sait tout ce qui sort à la vente, tout ce qui sort en débarras, en don et déchetterie. Il faut être un peu maniaque parce que sinon on se fait vite déborder avec tout ce qu'on reçoit en tonnage de dons. Il faut qu'un objet on puisse le retrouver assez rapidement parce que si on commence à chercher des heures et des heures et des heures un objet, c'est une perte de temps et de gain et d'espace. Parmi les visiteurs, un couple de porte-bouquins. Stéphanie et Jean sont des fidèles de la ressourcerie. Ils avaient envie de découvrir les coulisses et ils ne sont pas déçus. Je pensais que c'était plus bordélique que ça, mais franchement, tout est à sa place, des ordinateurs où il faut. Ah oui, surprenant. On ne pensait pas qu'il y avait tout ça derrière, autant de monde, autant de rangements, de ci, de là. C'est bien structuré, c'est bien. Franchement, ouais, les gens sont super. Faut venir. Puis ça apporte un plus. C'est testé à plusieurs reprises et avant que ça aille vraiment en recyclage, ils ont fait quand même des essais, quoi. C'est pas on l'a braché, ça marche pas, on le jette. Non, là c'est ouvert, c'est nettoyé, ils changent les pièces s'il faut. Si ça remarche, on revend et on gagne quelque chose. S'ils gagnent rien, ça va au recyclage. Si c'est vraiment pas réparable, quoi. Sales, tachées de peinture, les semelles décollées, jusqu'alors votre paire de sneakers préférée qui avait coûté si cher finissait à la poubelle et participait ainsi au gaspillage international et à la pollution mondiale. Ces vieilles baskets, Glenn Lenga leur donne un gros coup de pompe pour les faire repartir d'un bon pied. On connaît la conjoncture économique actuelle et on sait que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une paire de chaussures tous les ans ou à chaque fois. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte de proposer des paires de baskets recyclées à des prix éco-responsables pour faire du bien autour de nous. Donc je vais proposer ici un service de restauration, une paire de baskets qui est en mauvais état, un peu comme celle-ci. Voilà, on va récupérer une paire de chaussures qui est pleine de peinture et faire en sorte qu'avec un peu de volonté, un peu de travail, on puisse arriver à ce résultat-là. Et ce résultat-là, ce sont des baskets à l'apparence quasi neuve. Et si vous avez une envie de changement, Greg Lenga peut également les customiser, c'est-à-dire leur redonner une nouvelle apparence avec d'autres couleurs et de nouveaux motifs. Pour la prestation de base, remise en état avec nettoyage intérieur-extérieur, le tarif est de 30 €. Virginie, habitante de Saint-Mitre, qui a découvert la boutique par hasard, est emballée par le concept. Je trouve ça super parce que bien souvent on met un certain prix dans nos sneakers et on n'a pas envie de les jeter. Mais on ne peut plus les mettre. Et donc là, c'est l'occasion de pouvoir les raviver et de leur donner une seconde vie, de pouvoir à nouveau les mettre. Le tarif est très attractif parce qu'il m'a parlé d'un budget de 30 € et après, suivant le travail, évidemment, le budget va augmenter, mais vu le prix des chaussures, maintenant, ça vaut vraiment le coup. Et puis quand on voit le travail qui est effectué, il est vraiment super. Depuis qu'il a démarré son activité, Glenn Lenga a redonné vie à 2000 paires de baskets. Et ce n'est qu'un début. Il fait le nettoyage des paires, ça tue.
Les Saucétoises et Saucétois, mais pas que, n'ont pas hésité à braver le vent ce dimanche pour assister au centenaire de la commune. Ça s'est passé sur le port, avec d'abord un gros succès pour l'expo photo installée face au manège. Je vois ma mère, du moins je me vois moi en fille, mais comme je sais que c'est pas moi, donc c'est forcément, j'ai demandé à mon père, à mon oncle, c'est ma mère qui est en photo, voilà, et qui est décédée depuis 10 ans, voilà, donc ça fait bizarre, voilà. Donc, cette photo a été prise là, à la place de là où actuellement vous avez le bistrot. Eh bien, elle raconte un groupe de jeunes qui, à l'époque, sortaient de l'eau, venaient se faire bronzer au soleil entre copains et copines. Voilà, il y avait encore la plage que j'ai connue étant jeune, mais maintenant, tout est bétonné, mais c'est pas plus mal non plus. Ça vous fait quoi de voir ces photos ? Ah bah, j'aime bien faire les comparaisons, de voir l'évolution, et puis s'apercevoir comment c'était avant, et que c'était effectivement un petit village. Du côté de la Seine, installé sur le quai, le maire de la ville, Maxime Marchand, reçoit symboliquement les clés de Saucé remises par son homologue de Carie. Il faut dire qu'à l'époque, les deux communes ne faisaient qu'une. Maxime Marchand. Mais il y a 100 ans précisément, mes amis, par la loi du 24 mars 1924, la commune de Carie-le-Rouet est divisée et Saucé-les-Pins est érigée en commune. Une fresque monumentale peinte sur le mur du quai côté pêcheur a également été inaugurée pour l'occasion. Avec 10 étapes régionales partout en France, la Madavis Cup est un tournoi de football ouvert aux joueurs de 6 à 13 ans et aux joueuses de 12 et 13 ans. Pour cette 5e édition, c'est le CA Croix-Sainte qui accueille à Martigues une centaine d'équipes venant de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une fierté et beaucoup de travail pour son directeur sportif Geoffrey Cantini. On savait que ça allait être difficile, ça allait, mais ça va. On a eu de l'aide de la part de beaucoup de bénévoles du club, de licenciés, l'aide bien sûr de la ville de Martigues, de la mairie. Donc on en est content. Depuis le fin août, 29 août, on a su qu'on recevait la Madavis Cup. Depuis août, on est sur ce projet-là. Donc voilà, cette semaine, ça s'est accéléré depuis début de semaine, on est sur les terrains. Sur des terrains qui sont magnifiques, c'est là où s'entraîne le FCM. Exactement, donc on a la chance à Martigues, il faut qu'on en soit conscient, on a de belles infrastructures. Sur ça, il n'y a rien à dire. La mairie nous les met à disposition, donc on en est fiers et on les remercie. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, donc Paris qui accueille les Jeux Olympiques. Non, c'est pas les Jeux Olympiques, attention, mais Croix-Sainte, le CA Croix-Sainte accueille la Madavis Cup et c'est pour ça que je vous dis, un club comme le nôtre, nous sommes fiers aujourd'hui, parce que c'est ça qui est important, nous sommes fiers de représenter le CA Croix-Sainte, mais avant tout, la ville de Martigues. Mélina est la capitaine de l'équipe féminine U13 du CA Croix-Sainte. On va affronter Istres, Grande Bastide, Malpassé, plein de trucs. Ça fait quoi de voir tous ces joueurs de toute la région là ? C'est bien parce qu'on voit qu'ils viennent de chez nous et c'est bien. Et une fierté ? Une fierté. Imran, le capitaine de l'équipe nimoise U10 du Mas de Mingues, ne doute de rien. C'est important de faire ce tournoi pour cette équipe ? Oui, pour les qualifications. Pour les qualifications. Et alors vous voulez aller jusqu'où ? Jusqu'à la finale et gagner. Ici à Martigues, alors la finale européenne ? De partout. Et on y croit alors ? Oui. On y croit ou pas alors ? Oui. Rendez-vous donc au mois de juin, encore une fois à Martigues, pour la grande finale européenne de la Madavis Cup. La pistache, c'est la crème que tu as mis, la place. Elle a reçu son étoile il y a seulement 3 jours, mais l'équipe de la Bastide-Bourrelly est déjà au travail, ici, à la confection d'un nouveau dessert à la pistache. C'est le 5e établissement que le chef Mathias Dandine inscrit au guide Michelin. Une belle étape, mais pour lui, l'essentiel reste ailleurs. Les bons résultats, ils sont surtout en termes de réservation. Aujourd'hui, le vrai objectif, c'est que notre restaurant il soit complet le midi et le soir. Et ça, il n'y aura pas que le guide Michelin qui va nous aider. Ça va nous apporter une partie, mais le reste reste à faire. Continuer de travailler, mais prendre le temps de se féliciter. La fierté est grande pour ceux qui ont contribué à décrocher cette étoile. Jean-Baptiste Joly est le chef pâtissier du restaurant. C'est toujours honorifique pour nous de le recevoir quand on la gagne. C'est quelque chose ça nous touche. Moi, je suis issu d'une famille de restaurateurs. Mon père a travaillé souvent dans des très très gros établissements étoilés et c'est vrai que c'est quelque chose qui marque. La fierté de mes parents, c'est ce qui comptait. Quelques mètres plus loin, couteau en main, Noah s'applique à désosser une épaule d'agneau. Le jeune apprenti fait partie de cette aventure depuis octobre. Quand on arrive dans une maison qui n'est pas étoilée et qu'au bout de quelques mois, on apprend qu'on est étoilé,
Même si c'est pas... Enfin, c'est un travail d'équipe, c'est tout le monde qui est responsable de l'étoile, mais ça fait plaisir. On se sent récompensé, exactement. Une récompense pour la cuisine, évidemment, mais pas seulement. C'est l'équipe qui est récompensée, bien sûr. Le plat, ça reste quand même le plus important, mais après il y a le show, il y a le spectacle. Les clients, ils viennent pour la cuisine de Mathias Dandin, pour l'expérience Mathias Dandin. Et donc, du moment qu'ils traversent donc, l'entrée marquée Bastide Borelli Mathias Dandin, il faut qu'ils aient l'expérience qu'ils s'attendent. L'étoile n'augmentera pas le prix de cette expérience, mais il vous faudra tout de même débourser environ 55 € pour déguster un plat du restaurant fraîchement récompensé. Qui dit Pâques dit chocolat, et pour l'occasion, nous vous emmenons découvrir la plus vieille chocolaterie de Marseille. Située au centre-ville, la Maison Leray renferme plus de 100 ans de savoir-faire, comme nous l'explique Marine Leray, la chocolatière. C'est une vieille chocolaterie marseillaise que les recettes nous ont été transmises de génération en génération. Donc on remonte avant 1900, où il y a arrière-grand-père qui arrive d'Italie avec ses recettes de chocolat et qui va transmettre ça à ses enfants. Donc ce sont des chocolats familiaux, sans beurre, sans crème, qui ont plu aux Marseillais et qui aujourd'hui, je pense, font notre fierté. Une fierté symbolisée par la spécialité de la maison, la barre marseillaise. Ce chocolat qui peut être fait au citron, à la passion ou encore à la pistache fait la renommée de cette famille. Alors la barre marseillaise, c'est une très vieille spécialité. Effectivement, en Italie, à l'époque, on faisait beaucoup de barres de praline. Donc quand l'arrière-grand-père il arrive avec ses recettes, il met pas de beurre, pas de crème, très peu de sucre. On est à une époque où le sucre est cher et où on va l'économiser, où le chocolat va être vraiment puissant en bouche. Un produit 100% fait maison que vous pourrez retrouver uniquement dans la boutique de la Maison Leray et chez leurs partenaires comme la Maison d'Aristide à Carry-le-Rouet et la Maison d'Entrecasteaux au Mille. L'huile sur toile datant du XVIIe siècle représente une scène d'annonciation dans un style baroque. 300 ans après sa création, cette œuvre démesurée de Pierre Bainville s'est revêtue de couleurs. Un travail qui a duré 16 mois sous les mains expertes de Sylvie d'Auvergne et de son groupement de restaurateurs dans le respect du travail de l'artiste. On part à la quête de ce qu'a pu être l'intention première du peintre. Parfois c'est très difficile, on n'arrive plus à la retrouver tellement ça a été remanié. On mène beaucoup d'enquêtes visuelles, chimiques pour mieux comprendre ce que c'est qu'une œuvre, cette œuvre en particulier. Et donc on est là vraiment pour conserver, stabiliser et bien sûr redonner une visibilité de l'œuvre si elle a été perdue, mais on se garde bien de toute interprétation. Et mercredi dernier, elle vérifiait la bonne installation du tableau. S'il était conçu à l'origine pour le chœur de l'église, il restera encore en retrait à côté de sa place de départ. Son retour est un moment important pour la ville dont le patrimoine du XVIIe siècle représente l'âge d'or de Martigues, mais qui annonce aussi un bel avenir pour l'église. L'idée, c'est de continuer la restauration de l'église qui a déjà été restaurée pour ses façades dans les dernières années et d'avoir une inscription ou un classement au titre des monuments historiques, donc une protection, ce qui permet de continuer à restaurer, de continuer à valoriser cet édifice et puis aussi d'avoir évidemment des aides de la DRAC qui sont toujours précieuses pour prendre soin des bâtiments. Et le premier retour de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, a été positif, de quoi mettre encore une fois en valeur le riche patrimoine culturel et artistique de la ville et peut-être, qui sait, attirer de nouveaux artistes. Grand, petit tatouage, projet de longue date ou coup de tête, à chacun son histoire. Là, plutôt petit, ce serait un petit flash. J'ai en tout 25 tatouages. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier non plus. Non, moi je suis déjà tatouée, je regardais simplement avec ma filleule. Même moi je suis une vieille dame, mais le tatouage j'adore. Je vais me faire tatouer et en même temps je joins l'utile à l'agréable, je vais voir ma pote. Ouais, c'était très réfléchi. C'est un projet. La tatoueuse et amie en question vient de Toulouse. La convention en soi, elle est très bien.
Manque de place peut-être pour les gens, un peu pour nous aussi. En général, ouais, je fais une quinzaine de tatous dans le week-end. Ouais. Je boucle jamais mes conventions. Je préfère garder de la place pour les gens qui payent pour venir en fait. Les dizaines de tatoueurs présents trouvent leur compte. La visibilité aussi est importante, notamment pour les locaux. Adrien travaille au salon La Création à la Fin-les-Oliviers. Là, c'est intéressant parce que comme c'est à côté de la maison, ça permet aussi pour les personnes qui sont du côté de Marseille de savoir que je suis pas très loin. J'ai un jeune qui n'est pas encore tatoué, qui avait déjà une idée, etc. On en a discuté, je lui ai fait un petit croquis. Je sais qu'il prendra rendez-vous dans le futur, donc ouais, ça permet aussi de prévoir des rendez-vous, pas que sur le salon, mais aussi pour l'après. Près de 6000 personnes étaient attendues ce week-end au Palais des Sports. Énorme sensation, franchement dingue, c'est vraiment ouf. Enfin, j'en ai même plus les mots tellement que c'est incroyable. Bon, j'avais déjà joué devant beaucoup de personnes, mais là c'est encore une expérience de fou pour moi. J'ai fait de mon mieux. J'ai tout donné, énergie, peps, je me suis dit bon c'est une fois donc écoute on donne tout et voilà franchement je suis très contente de moi parce qu'il y avait énormément de monde et franchement trop heureuse. Merci beaucoup Maritima. C'était incroyable, vraiment une voix sublime. Elle m'a vraiment donné des étoiles dans les yeux. Je lui ai dit encore après, franchement c'était son moment. Elle a vraiment assuré. C'est vraiment pas une performance qui est facile. Comme je le dis souvent, elle arrive sur un spectacle qui est déjà tout fait avec des gens qui savent très bien où ils doivent bouger. Et elle s'est débrouillée comme un chef. Vraiment, elle s'est très très bien fondue avec nous. Elle a su vraiment sentir l'ambiance et c'était incroyable, vraiment. Bravo, bravo Marine.